vers une droite. Ouais, il y a un compteur qui s'est mis en marche. C'est en record. Donc, on finit aujourd'hui, nous avons le dernier cours sur l'éducation. Et un des principes de l'éducation, on va en faire deux aujourd'hui, c'est les deux derniers dont on voulait parler, c'est est-ce qu'un enfant doit toujours comprendre les ordres qu'on leur donne? Ou bien non? Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer aux enfants? C'est un grand dilemme. Certains veulent être libéraux, veulent être sympathiques, et on ne peut pas imposer des décisions aux enfants sans les comprendre, s'ils ne les comprennent pas. Donc il faut leur expliquer pourquoi je leur demande ça, quel âge, et quel etc. Or, il faut savoir que la tendance de vouloir toujours expliquer aux enfants pourquoi on leur donne des ordres est anti-éducative, une destruction de l'éducation. Alors c'est là où il y a une finesse de jugement. Il faut que d'un côté, que d'abord, l'essence de l'éducation, c'est que l'enfant doit comprendre que l'ordre du père ou de la mère ou de la mère ou du père a une valeur absolue au-delà de sa compréhension. S'il a besoin de comprendre pour s'exécuter, il développe une psychologie, il développe une pensée, il est enclin à penser qu'il n'est assujetti qu'à ce qu'il comprend. C'est anti-Torah, parce que la Torah, c'est un sévénishma. La Torah, c'est la capacité de rentrer dans un système de valeurs, un système d'idées, un système de principes qui excède ma compréhension. Donc c'est très anti-éducatif. Sans compter que après c'est des discussions infernales qui n'en finissent pas de façon pratique, c'est la catastrophe. Donc l'enfant doit comprendre qu'il ne doit pas comprendre, qu'il fait ce que, de façon absolue, il doit écouter la parole de ses parents. Maintenant, en plus il y a des fois on ne peut pas expliquer aux enfants. Il y a des choses que la halakha nous oblige. On a le sniout, on va tout dire aux enfants. Donc il ne faut pas que le père ou la mère se sentent obligés d'expliquer, de justifier les ordres qu'ils donnent aux enfants. Sinon, ça c'est anti-éducatif. D'abord, ça sape l'éducation, l'autorité des parents. Deux, ça habitue l'enfant qu'il ne s'engage à faire que ce qu'il croit, que ce qu'il voit. Donc c'est anti-Torah. Puisque ça empêche d'accéder à la Emouna, de faire des choses parce qu'en soi, il y a une dimension supérieure qui nous oblige à le faire. Trois, pratiquement, ça amène une relation tout le temps de tension et de discussion qui est très très anti-éducative. Donc il faut que le réca derrière, c'est que les parents, ce que les parents disent, ont valeur en soi, au-delà de toute justification de ce qu'ils veulent pouvoir dire. Ça c'est clair? Maintenant, le bas qui peut blesser avec ça, c'est que les parents ne sont pas intelligents, qu'ils ont des problèmes, les parents aussi ont des problèmes bien sûr, ou qui sont pervers, je préserve, ou qui sont idiots, ils vont utiliser cette autorité de façon tellement arbitraire. C'est une autorité qu'on leur donne. Il y a une autorité qu'on donne aux parents, naturelle, où l'enfant n'a pas à savoir pourquoi je lui demande quelque chose. Mais dans ce cas-là, je pourrais donc en profiter pour abuser, et faire toutes sortes de questions, toutes sortes d'obligations, et l'enfant va se sentir complètement instrumentalisé, complètement futile, complètement à la merci des délires de ses parents. Et ça, c'est aussi autant anti-éducatif. Donc, il faut le bon cadre éducatif à ce niveau-là, c'est que d'un côté, on ne doit pas justifier les choses qu'on demande à ses enfants. Mais en retour, comme donc, et parce qu'on doit inculquer aux enfants une notion d'absolu de l'ordre des parents. Mais en retour, ou plutôt pour compenser cet absolu, ou pour modérer, pour ne pas rendre cet absolu destructeur, il faut faire très attention que ce qu'on demande à nos enfants soit équilibré, soit possible, des choses impossibles, soit agréable, ou en tous les cas, s'ils ne sont pas agréables, parce que ça va tomber, qu'ils soient des choses qui sont de l'ordre du savir, du normal. Dès qu'on abuse de ce pouvoir, là aussi on bascule à l'opposé, dans l'anti-éducatif. Donc l'anti-éducatif, c'est ou bien de tout le temps soumettre nos ordres à des explications qui détruisent, qui sapent l'autorité des parents, qui sapent le rapport parent-enfant, qui empêchent l'enfant d'accéder à la Emouna. Ou d'un autre côté, trop extrême de l'autre côté, c'est au contraire d'abuser de ce pouvoir. C'est clair? Normal par rapport à qui et à quoi? Il y a un truc dans la Torah, das Torah. On sait quoi, tu ne demandes pas à un enfant, par exemple, tous les 2 minutes, apprends-moi un verre d'eau. Oui. Tous les 2 minutes, apprends-moi un verre d'eau, apprends-moi un verre d'eau. À la fin, le père enfant. Par exemple, il y a des parents qui vont demander à leur enfant de se coucher à 19h, et d'autres à 21h.
Ça, ils ont le droit, il n'y a aucun problème. C'est normal. Moi, je considère qu'il faut dormir à 19h. C'est très bien, ils n'ont pas discuté. Il n'y a pas de discussion possible. Dès qu'il y a une discussion, on sape le rapport parent-enfant. Tu dois faire les choses parce que c'est tes parents qui te le disent. Point. C'est rock. C'est ça l'essence de l'éducation. Mais de l'autre côté, si tu utilises ce pouvoir pour te rendre mabouk tes enfants, tu détruis ton enfant. Donc c'est une catastrophe. Donc tu dois avoir des revendications. Il faut aussi, justement, même pendant 19h. Si on sent que l'enfant est trop nerveux pour se coucher à 19h, ne demande pas de coucher à 19h. Réfléchis avant que tes ordres, tes agencements dans la famille correspondent plus ou moins à quelque chose que l'enfant peut faire. Tu ne peux pas lui exiger des choses qu'il ne peut pas faire et toujours être tu le mets en position d'échec. Tu le mets en position d'échec. D'accord? Et est-ce que, par rapport à l'exigence, est-ce qu'on peut comparer les générations où il faut s'adapter? Non, nous on ne comprend pas les générations. Toute cette mode d'essayer de copier une mode, les parents sont plus libéraux et tout, c'est gaz. En les années 68, ils ont voulu créer un rapport parent-enfant sur l'égalité, sur le respect de l'autre, sur le respect de l'enfant, du désir de l'enfant. Ne m'appelle pas papa, appelle-moi Jean-Paul. Pourquoi? Parce qu'on va dire tout le monde égal. Ils ont dit que les enfants sont sortis ou tous des drogués ou tous des homosexuels. Donc il faut être conservateur de ce qui a été fait chez nos grands-parents et nos parents, c'est-à-dire être très... C'est pas être conservateur, c'est être vrai. C'est vrai. Le rapport parent-enfant, dans sa vérité absolue, est une transmission d'autorité. Est-ce qu'on peut en demander beaucoup à son enfant? Alors Dire, ça, moi, à ton âge, je faisais ça. Non, ça jamais. Ça jamais dire, moi, je faisais ça. Non, nous, dans notre réflexion... Non, faut pas s'en refaire à notre éducation. Par rapport, on a expliqué ça dans les cours précédents, le projet éducatif, c'est d'inscrire l'enfant dans une joie et un désir d'accomplir la parole de Dieu. Enfin, on entend bien le bien pour ceux qui sont religieux, et la Torah pour ceux qui sont la Torah. C'est ça l'éducation. C'est de créer des enfants qui vont aimer, qui vont être joyeux de servir Dieu, de servir Hachem, de faire la Torah. C'est ça l'éducation, c'est ça le projet d'éducation. Tout ce qui contraint à ça, tout ce qui n'est pas dans ce sens-là n'est pas éducatif. Tout ce qui va contre ça est anti-éducatif. Ça c'est clair. L'éducation dans son essence, c'est de donner aux enfants envie et la joie et le plaisir de vivre selon la Torah. C'est ça l'éducation. Et comment on crée l'envie chez un enfant? Ça, on en avait parlé, on a tous les cours précédents. Tu vas sur Internet. On va sur Internet, vous êtes au 10e cours, je crois, le 8e cours. J'en arrive. Mais il y a beaucoup d'autres. Une des clés qu'on a parlé, c'est l'encouragement, la reconnaissance, le fait de reconnaître dans l'enfant les qualités, le fait de lui donner, de mettre une ambiance toujours sympathique dans le moment des mitzvot. Le fait qu'au moment où il y a beaucoup de choses. On a des problèmes. Mais là aujourd'hui on est mis marqué sur 2 points. Ce premier point donc c'est cet équilibre que les parents doivent trouver entre l'absolu rapport avec les enfants. C'est-à-dire que mes décisions ne sont pas sujettes à discussion. D'un autre côté que cet absolu-là ne soit pas la conséquence, la cause plutôt d'un abus de pouvoir qui fera que l'enfant va se trouver, même s'il va écouter, ça va lui donner un dégoût de cette autorité. Ça c'est le parent qui n'a pas à faire ça. Si le parent ne fait pas ça, à ce moment-là, il n'y a plus de discussion, c'est tout. Si le parent n'abuse pas et ne fait pas de... Très bien. Il n'y a plus de discussion, exactement. D'accord. Mais après, il y a des parents un peu sado-maso, je sais pas quoi, qui vont abuser. Ça, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Mais excuse-moi, il ne faut pas trop discuter, mais si l'enfant il pose des questions, pourquoi ça dépend comment il les pose. S'il les pose et qu'il veut comprendre, c'est bien expliqué. S'il répond comme une résistance, il faut couper court. Il faut couper court. Faut dire, pourquoi tu poses des questions? Je te l'ai dit, c'est tout. Fais-le. Je fais ça pour toi. C'est tout, même pas, je fais ça pour ton bien. C'est comme ça. Si on habitue l'enfant à rentrer tout le temps dans une négociation, c'est l'anti-éducation. La négociation avec les parents, c'est anti-éducatif. Il n'y a pas de négociation. Alors c'est sûr que pour assumer ce genre de discours, il faut être responsable en tant que parent. Il faut être très responsable. De savoir ce qu'on fait, ne pas faire n'importe quoi, ne pas être des enfants, parce que très souvent, les parents sont des enfants. Donc là, ça ne marche plus du tout. Mais si on est responsable, on peut demander, on peut exiger, et l'enfant sera reconnaissant à long terme qu'on on le soulage. Parce que s'il n'est pas sûr de la décision des parents, et qu'on peut toujours discuter, négocier, on ne se rend pas compte, on est en train de créer une très grande tension intérieure. Pourquoi? Parce qu'il a plus compris, il sait que ses parents, il sait que ce que disent ses parents, c'est pas du vrai, c'est pas du solide, on peut toujours remettre en question. Donc ça lui met une grosse angoisse. Donc il faut être ferme. Non, mais il faut faire attention à être ferme. Pas être ferme, il faut être ferme gentiment. C'est-à-dire ferme avec bien, c'est comme ça. Mais c'est pas discutable, c'est pas négociable. C'est pas discutable.
Maintenant, tu veux parler d'autres choses. On peut discuter après les faits. Quand on voit que l'enfant a besoin de comprendre, on lui dit tu fais d'abord ça. Après, on l'explique. Parce que là, il est pris, il n'a plus de résistance. Au début, la discussion est une résistance à l'ordre. S'il a déjà fait c'est très bien après qu'il ait fait l'acte, de lui dire ouais, tu as fait, bravo, non, je t'explique pourquoi. Allez, ben, là, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Mais pas avant l'acte. Ça peut pas être. On peut discuter avec l'enfant après l'acte, pas avant l'acte. Après l'acte, c'est même bien. Pourquoi? Parce que ça sécurise l'enfant, il comprend qu'il ne fait pas ça n'importe comment. Donc, après l'acte, on discute, mais avant l'acte, jamais. Parce que si on dit avant l'acte, il y a une insécurité inconsciente. Sur le moment, il est content de pouvoir gagner un petit peu, mais l'enfant crée une très grande tension en lui, qu'en réalité, ça dépend de lui. C'est très bien qu'il sait rien. Un enfant, il se sous-estime. Il sait très bien qu'il ne sait rien, donc il dit si la décision dépend de moi, je ne sais pas où je vais. Et donc, on met une très très grosse tension chez l'enfant. Donc, il faut que la décision soit imparable. Il y a un principe absolu d'écouter ses parents qui vaut en soi, tout jusqu'à 70 ans. Jusqu'à absolument. Après l'acte, on peut en discuter. Il n'y a pas de problème, c'est même bien d'en discuter parce que là, c'est l'autre versant que ne pas rendre chose absolue, arbitraire, parce que très souvent les parents abusent de leur pouvoir de parents pour imposer à des enfants des choses absurdes. Et là, c'est très mauvais, ça c'est anti-éducatif. Donc il y a les deux côtés. Par exemple, je veux pas que tu lises. Maintenant, pourquoi? Il est en train de lire tranquille, il est en train de lire, il n'y a pas de problème. Non. Ou bien l'enfant a envie, je sais pas, de prendre du piano, il veut pas. Si j'ai pas, j'ai pas l'argent, d'accord. Mais si ne pas dire non pour dire non, parce que en total, le tout anti-éducatif, c'est que je te dis non, ou je te dis fais, mais le fond de ma pensée, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Et j'utilise mon pouvoir pour ça. Ça, c'est anti-éducatif. Le fond de la pensée, c'est pour ton bien. Il y a du neutre, pourquoi pas. Il faut minimiser un maximum les noms. Tous les noms qui sont inutiles, on les enlève. Il faut faire les noms que quand c'est important. Il faut bien réfléchir avant de parler. La meilleure solution, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est ne répondre jamais oui, non, répondez, je vais réfléchir. Plusieurs fois, ils voient que c'est sérieux. Laisse-moi réfléchir. Non, pas on verra pendant 10 ans. On verra, c'est toujours on verra. Moi, j'avais vu. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Donc, il faut dire laisse-moi réfléchir, je te réponds dans 1 heure. Parce que c'est très important aussi de ne pas négocier, parce qu'il faut. Un des grands pièges de l'éducation, c'est action-réaction. Quand on est toujours dans des actions, on réagit, très mauvais. Très mauvais. Il ne faut pas être dans un rapport de dynamique de nerfs. Très souvent, par exemple, je vous dis, laisse-moi réfléchir 1 heure. Si l'enfant dit non, alors qu'est-ce que les nerfs, ça serait de dire quoi? Est-ce que tu as dit ça? Non, c'est non. Très mauvais. Mais il y a une tendance comme ça. Je t'ai dit que je suis allé en 1 heure. Lui continue, blablabla. Quand tu vas, on t'aura pas. Très mauvais. Là, il faut être ashkénaze pur, dire se taire. Mais il continue, se taire. Il manque une autorité comme un bloc. C'est pas négociable. On verra. Je te dis, c'est sérieux. Là, ça a une stature aux parents. Ça a une stature aux parents. Les parents, ils ont une hauteur. Ils ont quelque chose comme ça. D'accord? Donc ça, c'est important, très important, dans les centres d'inversion. Maintenant, deuxième point très important, c'est la récompense. Quand est-ce qu'on donne les récompenses? Que c'est bien de donner les récompenses? Bien entendu que oui. Récompense, on avait parlé la dernière fois de la punition. Et je reviens sur ce point très précis. Quand on punit, on ne doit pas faire la morale, jamais. On fait la morale après qu'il ait été puni. Et jamais sur le moment. Sur le moment de la punition, on fait la punition en silence. Shalom, dans ta chambre. T'es pris sur là, un coup s'il donne un coup, chèquette. C'est pas le moment de parler. Il y a une morale qui est malsaine. Avec tout ce que je fais pour toi, ça c'est malsain. C'est un sûr. Ah, ça c'est affreux. Non, mais des gens. Il n'y a pas de chantage. Non, mais non, mais des fois, il faut dire aux gens, il faut enseigner aux gens. La karatato. La karatato, mais au moment de morale, d'accord. Non, quand on est énervé, on ne fait jamais de morale. C'est le trois principes de les parents, la morale. On ne fait jamais de morale tout ce que je fais pour toi. On ne fait jamais de morale quand on est énervé. On ne fait jamais de morale quand on punit la personne. Et on ne fait pas de morale quand on ne peut pas écouter. Donc on attend qui soit calme. Au moment où on le punit, on ne lui fait pas de morale.
Et on ne fait pas nous-mêmes de morale quand on est énervé, et après que on est puni, un jour après, quelques heures après, sur l'enfant et sur Alors tu peux lui enseigner la karaté. là, tu peux lui dire, ça, en plus tu dois respecter les parents, tu sais pourquoi, parce que la Torah le dit, parce que j'ai entendu la vie. Mais de dire, je fais tout ce que je fais pour toi, etc., ça se dit. Tu peux le dire, moi, voilà, ça fait 10 ans que je te l'ai mangé tous les jours, même si c'est un peu primaire. Tous les jours, je demande d'argent pour toi, et bah écoute, c'est la moindre des choses que tu respectes tes parents, et moi je respecte les parents, c'est pareil, c'est la chalette, c'est normal. Voilà, il faut bien montrer, ça vous avez raison, que l'amour pour les enfants ne doit pas être tributé, doit être absolu. Un enfant ne doit pas sentir que vous l'aimez et que son amour dépend de quelque chose. Ça crée une tension très destructrice. Un enfant doit être sécurisé, que ses parents l'aimeront toujours quoi qu'il arrive. Qu'ils accepteront quoi qu'il arrive. Excuse-moi, le revers de la médaille de tout ce qu'on fait pour toi, et l'enfant il ne peut pas sentir qu'il a une dette envers ses parents, c'est ça qu'il doit ressentir? Il a une dette. Alors il faut faire attention, c'est vrai que c'est mauvais de dire. Parce qu'il peut donner après sa vie, son corps pour ses parents. Et c'est pas le but. Non, mais c'est centre de vague, c'est pas le but. Mais il y a un problème. Je ne sais pas si vous dire tout ce que je fais pour toi, c'est pas bon. Ben non. Mais il faut par contre lui dire voilà, tes parents, un jour, quand c'est le cas, quand ils discutent, voilà, nous notre fonction c'est de tout faire pour toi, on fait tout ça, et donc en retour, la Torah te demande une akarato, c'est ce qu'il y a dans notre chassidut. Tu dois avoir une akarato en-sophite pour tes parents. C'est pour ça que les enfants qui demandent de l'argent pour descendre des poubelles, les parents qui prennent tout naturel, c'est naturel. Ils prennent naturel, c'est affreux. Après, ils seront 20, 30, 40 ans, ils laissent complètement tomber les parents. Oui, alors c'est encore pire. Ah ben c'est comme ça, s'ils ont fait que recevoir, pas donner. Il faut qu'ils apprennent à apprécier les parents. C'est très important. Parce que c'est une trahison, sinon, c'est une erreur de la karatatov. Alors nous, on a une mentalité occidentale où l'enfant, on lui doit tout, c'est l'enfant roi, ça lui revient tout, rien ne revient du tout. Après, à 7 ans, je peux envoyer mon enfant dehors. Enfin, les rabbins ont rajouté 11 ans, mais jusqu'à 11 ans. Mais après 11 ans, tout ce que j'ai à mon enfant, c'est du Zdaka. Au point d'après la halakha, on peut même, il y en a qui disent, on peut prendre cet argent dans le maaser. Parce que, donc quand on a aujourd'hui, les enfants, ils restent jusqu'à 30 ans. C'est ici jusqu'à 22, 23 ans, quand ils se marient. Donc il y a une immense akaratatov que les enfants doivent avoir. C'est l'alébet. La akaratatov, disait le rabbinat, c'est l'alébet de la religion. D'accord. Qui a dit ça? Le parrain d'Israël Raboudna. C'est quelqu'un qui l'a posé, il dit par le Ramim, les sages, ils sont très marmires quand quelqu'un n'a pas d'akaratatov. Quand quelqu'un n'a pas de reconnaissance, c'est une des choses qui les énerve le plus. Pourquoi? Parce que une des choses qui les énerve le plus, parce que le manque de akaratatov, c'est un manque du visage humain. À l'animal, il n'y a pas d'akaratatov. Même les animaux, certains en ont. Mais il y a une femme qui est une fille qui est la pauvre, qui adorait les tigres. Elle a donné à manger au tigre pendant des années. Elle a été fascinée par le tigre. Un jour, elle a mangé. Alors ça faisait elle s'est fait dévorer par le tigre. Mais elle vit dans ses fantasmes. Le tigre, c'était son copain. Et il n'y a pas d'akaratatov. La nature prend. Un homme, c'est de reconnaître que l'autre t'aide et d'être reconnaissant. Parce qu'un homme, il est comme Tselem Elohim, il n'a pas être dépendant. Donc quand quelqu'un te donne, tu veux rendre. Et si tu veux pas rendre, tu veux devenir animal, tu veux juste prendre. Mais même après vis-à-vis d'Hachem, on va croire que tout nous est dû. Ouais. Donc il faut très important cette histoire d'akaratatov, mais il ne faut pas que cet akaratatov soit sous une perverse, sous une modalité de chantage ou de clout mentale, ou bien de leur faire une sorte de dépendance. C'est très mauvais. La limite, elle est fine. Elle est fine, mais en même temps elle est très claire. Si tu ne le fais pas toi pour le manipuler, tu ne le fais pas toi parce que tu es énervé, parce que tu veux te venger, parce que ça c'est mauvais. Que tu le fais toi parce que tu veux lui enseigner la karatatov. D'ailleurs, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. L'enfant sent ça. Si tu lui fais la mort, que tu es énervé, tu apprends ce qu'il y avait pour ça, c'est très mauvais. Par contre, tu lui dis un jour quand c'est calme, voilà les données, et sache que tu dois avoir la karatatov, et que c'est le fondement même de l'humain, c'est la karatatov, et tu comprends ça, c'est très important, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté, elle est si tu utilises cette situation pour l'humilier, pour te venger, pour t'énerver, pour lui répondre à son insolence, ça c'est très mauvais. C'est pas le moment de dire ça. D'accord? Alors, la deuxième chose, ce qu'on voulait parler, c'est la notion de récompense. Alors la récompense dans l'éducation, c'est très important. Mais elle doit être faite de façon intelligente. C'est très important de profiter dans une réussite d'enfant. Il a une bonne note à l'école, il s'est bien conduit, il a dépassé un problème qu'il avait avant, de genre de réussite dans l'éducation, de le marquer
par quelque chose de festif. Là, par contre, vous faites Sfarad, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la glaciation ashkénaze disant... Je crois. C'est normal, moi j'ai entendu même un peu. Ça va, ça c'est très très mauvais. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'encouragement à l'enfant, il faut marquer par une fête, une petite fête, un petit coca, un petit gâteau, t'as acheté un gâteau, t'as eu un cadeau, il faut que ça soit festif. Parce que là, ça va donner à l'enfant une motivation extraordinaire pour continuer. C'est plutôt ça, c'est plus on est jeune, plus le récompense marche. Plus on vieillit, moins ça marche. Mais ça marche beaucoup jusqu'à un certain âge. Mais il doit être festif. Ça ne doit pas être un dû. Tiens, prends un marchandage. C'est pas du marchandage. Il faut que ça soit l'occasion d'une fête. Cette fête soit l'occasion d'un rapport. C'est très bien quand on fait un cadeau à un enfant qui arrive ici, d'acheter un petit gâteau, un petit choco, je sais pas quoi, et le boire avec lui, partager ce moment de bonheur, on a réussi ensemble quelque chose. Ça va donner Tu as une bonne note, suffit. Une bonne note, bien sûr. Une bonne note, il était insolent, il ne l'est plus, il a fait des efforts pour ça, il a réussi, c'est magnifique. On le marque par une petite fête. Deuxièmement, c'est important que le cadeau soit, ça c'est très important, et ça entendront, soit éducatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, on lui demande d'étudier un Gemara, bravo, vous avez étudié bien, que je vais t'offrir un gambo, un truc pour passer des heures à faire Internet. Ça devient